Merci pour l'invitation, M. le doyen. Merci de nous accueillir. M. Marc-André pour participer aujourd'hui. N'inquiétez-vous pas, s'il y a un horaire à respecter, ça prend quelqu'un de l'industrie aérienne. Alors, c'est un gêne d'être certain qu'on respecte l'horaire. L'exposé que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu le fondement de notre rapport. Le rapport comme tel est disponible sur notre site web, abc.org. C'est gratuit, disponible à vous tous à regarder. Il y a 22 recommandations là-dedans. Mais je pensais, avec les 20 minutes que j'avais aujourd'hui, et surtout dans le contexte où tout le monde se pose des questions quant à la formation des juristes, et donc une question fort pertinente pour une salle d'étudiants et de professeurs, de peut-être expliquer comment je vois, à partir de nos recherches, nos analyses, le lien entre les changements dans le marché pour les services juridiques et la formation des futurs juristes. J'insiste lorsque je parle avec les avocats qui pratiquent toujours que ces questions de formation devraient les intéresser également. Lorsqu'on parle de l'avenir de la profession, ce n'est pas uniquement les étudiants qui devraient être dans nos pensées. Sauf si on va prendre la retraite d'ici 2 semaines, je pense qu'il y a quelque chose dans notre rapport qui est pertinent à tous les pratiques à travers le pays, y inclut les pratiques de Marc-André. Quelqu'un qui d'ailleurs, dans un cabinet, qui a déjà compris quelques éléments, par exemple, Project Management, un projet que McCarthy a mis sur pied il y a déjà plus d'années, 5 ans maintenant. Un cabinet qui avait déjà, dans ses traditions, la formation continue, même avant que les barreaux exigeaient ça à travers le pays. Alors, j'ai bien entendu comment Marc-André va voir la question de la formation des futurs juristes et des juristes qui travaillent présentement. Nos travaux, d'ailleurs, voilà, les citations que vous avez il y a 2 minutes, étaient une sorte d'inspiration pour nos travaux. Le gouverneur général a fait un discours lors de nos congrès annuels il y a déjà 4 ans, presque 4 ans. Et dans son discours, il nous a lancé un défi qui était fort, le timing était bon, parce qu'on était déjà en réflexion sur comment on pourrait aborder la question de l'avenir du marché des services juridiques au Canada. Cela nous a mené à publier un premier rapport qui a servi comme base pour les consultations qui ont eu lieu maintenant, depuis à peu près le mois de juin 2013, à travers le pays et même hors Canada. Ce document-là, si vous n'avez pas le temps de lire tous les documents qu'on a publiés, ça c'est un bon porte d'entrée dans tout le processus. Ça résume les conclusions de plusieurs projets de recherche qu'on a commandités à l'ABC, incluant, je pense, le plus important, qui était un projet qui était organisé par un cabinet d'opinion publique, un cabinet qui vous appelle pendant l'heure du souper pour vous demander vos opinions sur les savons, les épiceries, etc. On a fait exprès pour ne pas embaucher un cabinet qui a travaillé avec les avocats auparavant. On s'est dit, on veut comprendre du perspective des clients, quelles sont les attentes et pourquoi leurs attentes vis-à-vis de la profession juridique ont changé. Alors, ce document a résumé cette recherche, ainsi que la recherche qu'on a commanditée vis-à-vis le marché international des services juridiques. On a regardé un peu l'état de la profession au Canada, on a regardé certaines entreprises qui ont trouvé déjà des moyens pour livrer des services juridiques autrement. On a également parlé des finances ou l'économie du marché américain. Souvent, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis arrive ici quelques années plus tard. J'espère que les résultats des élections hier soir seront une exception. Mais quand même, on sait que le marché américain a une influence importante sur le marché canadien, donc on a également regardé cet élément-là. Ce qu'on a retenu de tout ça, c'est que les attentes des clients face aux avocats aujourd'hui sont influencés par les grandes tendances qui influencent tous les autres marchés. Ce n'est pas grand surprise là-dedans. Mais ça veut dire que les clients s'attendent à ce que les services soient livrés avec un prix qui est prévisible. Ils s'attendent à ce que les avocats livrent le service selon des processus. Et j'ouvre une parenthèse. On n'a pas fait de consultation auprès des ingénieurs ou des gens avec un bac en commerce, par exemple. C'était le marché au complet qu'on visait. Les gens qui ont eu peu d'expérience avec les avocats, jusqu'aux gens comme moi-même qui travaillent dans les grandes entreprises qui font affaire avec les avocats tous les jours. À travers l'échantillon, on a entendu des gens parler de processus. Il est important d'avoir des processus en place pour que le processus soit transparent. La transparence est devenue une valeur très importante dans la population canadienne.
Et les gens sont plus contents à laisser à l'avocat la responsabilité de gérer tout le dossier lui-même ou elle-même pour arriver à un résultat. Il veut participer dans le processus. Pour ceux dans la salle qui se souviennent, c'est un peu l'effet Marshall McLuhan. Je regarde certains épisodes. Marshall McLuhan, Marc-André, se souvient sans doute. Pour les autres dans la salle, c'est l'effet Facebook. Les gens veulent participer de façon instantanée dans tout ce qui se passe dans leur vie. Et ça inclut les processus juridiques. Ils veulent être capables d'avoir une mise à jour instantanée. Lorsqu'ils ont pensé qu'ils passent par l'esprit, ils veulent être en mesure de communiquer avec quelqu'un impliqué dans le travail. Ça ne veut pas dire nécessairement l'avocat. Quand je pense à nos affaires chez Air Canada, par exemple, on n'appelle pas le président pour acheter un billet. On commence avec quelqu'un d'autre pour former pour vendre des billets. Quelqu'un d'autre qui vous aide à l'aéroport. Pas besoin de payer les pilotes pour mettre les bagages dans les avions, par exemple. On peut former quelqu'un d'autre pour le faire. Et les gens regardent dans leur vie, et tout partout, c'est comme ça que les services sont livrés aujourd'hui. Sauf dans le domaine juridique. On commence toujours dans le domaine juridique avec l'associé responsable, avec le plus senior, avec le talent le plus dispendieux, et donc le plus cher lorsqu'on parle de prix. Les prix, on a entendu certainement les gens qui disaient les prix des services juridiques sont trop chers. Là, ce n'est pas de nouvelle, vous avez sans doute entendu parler de ça, vous-même déjà. Mais ça demeure un autre point important dans nos travaux parce qu'on cherchait à proposer des recommandations qui appuient nos travaux sur l'accès à la justice également. Et nous croyons que si on peut trouver d'autres façons pour livrer des services juridiques, on peut trouver des façons peut-être moins chères de livrer des services juridiques, on pourrait aider à améliorer la situation au niveau de l'accès à la justice à travers le pays. Alors, les gens regardent dans le marché, ils cherchent l'efficacité, ils cherchent la transparence, ils cherchent des processus, ils cherchent des services qui sont moins chers. Et ça fait en sorte que dans le marché actuellement, il y a plein d'opportunités. Les gens cherchent les avocats. Ils nous aiment, peut-être. Mais ils ne nous appellent pas à cause de la façon de faire. Il y a quelque chose qui bloque. Ils disent, parce que le prix n'est pas prévisible, j'hésite avant d'appeler l'avocat. J'hésite parce que je ne sais pas où est-ce qu'on va être rendu à la fin du processus au niveau du prix. Si on regarde ça de façon business, juste 2 secondes, je sais que nous sommes en profession, des éléments différents, mais juste au niveau business, c'est une opportunité d'affaires rapidement. Une occasion d'agrandir notre pratique, de faire plus, de gagner plus de revenus. Et pour la raison, c'est parce que les prix ne sont pas prévisibles. Quelque chose qu'on contrôle, nous autres. C'est une chose de perdre des occasions d'affaires pour des choses qu'on ne contrôle pas. On comprend très bien ça dans le contexte des compagnies aériennes, par exemple. Il y a plein de choses qui sont hors du contrôle de la compagnie. Mais si c'est quelque chose qu'on pourrait contrôler, c'est un manque pour l'entreprise. Moi, quand je porte mon chapeau comme président ou ancien président de l'Association du barreau canadien également, c'est un manque de la part de la profession. Il y a une sorte d'entente, de contrat même qu'on a négocié avec la société pour dire c'est important d'avoir un barreau indépendant. C'est important que les avocats jouent leur rôle dans la société, dans la démocratie, dans la société civile. Mais si on n'est pas là pour les clients, est-ce qu'on assume nos responsabilités en vertu du contrat social? Je ne suis pas certain. Et je pense qu'on devrait, comme profession, faire mieux pour combler les besoins dans le marché. Je pense que c'est bon pour la profession, pour la société et pour les entreprises qui livrent les services. Et pour arriver à ce point-là, il faut adopter notre façon de faire. Voici un des associés de Marc-André, d'ailleurs, qui nous a aidé dans nos travaux, qui résume, je pense, très bien la situation actuelle, avec la phrase à la fin là, qui dit que la profession juridique a manqué la révolution industrielle. Le seul autre avocat de ma famille, c'était mon arrière-grand-père qui a pratiqué à Moose Jaw, Saskatchewan. Vous pouvez imaginer mon arrière-grand-père, lorsque lui pratiquait, il cherchait l'épicerie lorsque sa journée était terminée. L'arrivée, c'est Moose Jaw, c'est sur les prairies, le monsieur avec les gros moustaches comme ça, avec son veste en arrière du comptoir, qui cherchait la farine, puis le sucre, etc., pour mettre devant mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, on passe dans le Rico, on fait tout ça nous-mêmes, on fait même le check-out nous-mêmes. Mais si je rentrais dans le bureau de mon arrière-grand-père au travail, j'aurais trouvé un bureau avec un avocat assis en arrière. Pas de Blackberry,
représente, mais quand même, ça représente beaucoup plus la réalité de plusieurs avocats aujourd'hui que la réalité dans d'autres éléments de l'économie canadienne. J'aimerais vous donner quelques exemples de comment ça a changé. C'est des exemples qui reviennent de ma pratique chez Air Canada. C'est lorsque j'ai fait le saut en entreprise que ça m'a frappé comment les attentes des clients ont changé. Et j'insiste tout de suite pour dire que ce n'est pas uniquement les attentes des PDG, des CFO et des exécutifs dont je parle ici. C'est comme ça, je pense, pour tout le monde. Parce que tout le monde travaille ou a travaillé dans leur vie. Et si on travaille quelque part, il y a toujours quelqu'un qui est responsable pour l'organisme, que ce soit l'entreprise à but lucratif ou non, ou l'université ou autre. Et c'est les processus qui sont utilisés dans tous les organismes aujourd'hui qui ont l'impact sur les attentes des clients. Donc, même si votre pratique, c'est un droit familial, et vous faites affaire avec quelqu'un qui travaille, par exemple, chez Air Canada à l'aéroport, mais leurs attentes sont influencées par la réalité au travail. En autant que la réalité personnelle, les Facebook et autres. Mais quand je suis arrivé chez Air Canada, on était en train j'étais là peut-être 2 ans. On se retrouvait à Ottawa dans un cours de longue durée, moi et une petite équipe de responsables du dossier. En plein milieu du procès, l'autre partie nous a lancé une offre de règlement assez intéressante. On a fait un petit caucus pendant la pause café. On s'est dit, oui, c'est intéressant, mais on devrait consulter les vice-présidents qui sont impliqués dans le dossier, d'avoir leur approbation avant de l'accepter. On va une appel conférence à la fin de la journée. Les vice-présidents sont d'accord, c'est une offre assez intéressante, mais ils disent, on n'est pas confortable, nous non plus, de prendre la décision. On veut que ce soit notre président qui prend la décision. Les conséquences pour l'entreprise étant telles qu'on veut que le président soit consulté. Je suis correct, je vais appeler son adjoint, je vais fixer un appel avec lui demain matin, et je vous reviens avec une nouvelle. Et là, je m'apprêtais à approcher, puis quelqu'un a crié dans le téléphone, « Attends, qui va faire le PowerPoint? » Alors, la raison, c'est vrai que vous me rire davantage d'encontrer déjà cet élément-là. Mon président actuel est avocat. Kevin Rovinescu a passé sa carrière chez Steak Millette, ici à Montréal et ailleurs, Londres, etc. On est pratiqué dans un grand cabinet à Montréal. C'est un président fantastique pour un avocat. Nos briefings, ça dure 30 secondes, je peux lui parler comme je parle à d'autres avocats. Quand je lui parle, le latin sort ma bouche, les gens en italique, là, c'est facile. Sauf que là, les gens veulent que je présente ça comme PowerPoint. Et là, j'ai réfléchi, je parlais avec les autres, j'ai dit pourquoi c'est important. Et c'est là que j'ai réalisé que j'aurais pu avoir envoyé un petit mémo à Kaylin avec le latin en italique, les notes en bas de page, j'aurais pu l'avoir parlé au téléphone, j'aurais parlé comme avocat, puis en nous, ça aurait été vite, facile, on aurait probablement arrivé à la bonne réponse tout seul, tout aurait été correct, sauf que là, la discussion aurait été à l'exclusion de tous les autres. Et aujourd'hui, ça ne tient plus. Puis, si je mets sur l'écran quelques bullets, comme on dit, là, tout le monde peut participer. Ça, c'est un exemple assez facile, parce que je peux vous dire, je pourrais vous offrir un cours en PowerPoint dans 1, 2, 3 heures, on est maîtrisé PowerPoint, vous serez capable d'envoyer un PowerPoint de Kaylin que moi je peux faire aujourd'hui. Mais si on pense à ce que je disais tantôt au niveau des prix, un prix prévisible, un processus pour livrer le service, là, on parle des expertises qui ne se retrouvent pas dans le curriculum de la plupart des facultés de droit. Ça devient un peu plus complexe. Ce ne sont pas des tâches familières pour les avocats. Et si on pousse ça un pas plus loin, puis on dit, mais là, aujourd'hui, on va à l'avenir remplacer ce qu'on fait aujourd'hui par d'autres professionnels. Par exemple, on parle dans le rapport des knowledge managers, des analystes de processus, business analysts. Si on va faire remplacer certaines des tâches des jeunes, que font les jeunes aujourd'hui par les machines, on voit déjà des gens qui font des recherches informatisées au lieu des due diligence à la main. Mais comment est-ce qu'on va former les jeunes avocats? Comment est-ce qu'ils vont apprendre faire les analyses eux-mêmes? Comment est-ce qu'ils vont apprendre ou acquérir le jugement nécessaire pour être un avocat senior? Donc, des questions qui se posent à tous les niveaux dans cette question de comment répondre aux besoins des clients. Nous, on propose 22 façons de le faire. Je vais vite passer à travers quelques-uns, parce que je pense que c'est quand même utile pour voir un peu comment ça prend une réponse globale à la situation, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose que les avocats peuvent faire eux-mêmes.
on a fait le constat que la réglementation des avocats n'a pas changé beaucoup non plus. La pratique n'a pas changé, mais la réglementation non plus. Et on devrait donc trouver des moyens pour ouvrir nos portes. Laisser entrer d'autres professionnels, d'autres qui ont une expertise qui pourrait être utile pour combler ce qui manque dans la formation des avocats. Lorsqu'on les a parlé, ces gens-là, lorsqu'on a parlé des gens de business, lorsqu'on a parlé d'autres professionnels qui seraient prêts à participer dans une entreprise avec les avocats, ils ont dit, oui, on pourrait être là comme consultant. Mais ce qu'on aimerait vraiment faire, partenaire à 100% avec l'avocat. C'est intéressant. Là, on va avoir quelqu'un qui fait partie de l'entreprise. Ça pourrait être intéressant, mais ça présente évidemment un risque, parce qu'il y a quand même des choses qui sont uniques à la profession. C'est ça qui donne la valeur qu'on offre aux clients. C'est ça qui est au cœur même des services qu'on offre. Privilege, la confidentialité des informations, les intérêts du client. Donc, ce qu'on propose, c'est que les avocats puissent pratiquer dans n'importe quelle entité corporative, mais que l'entité comme telle soit soumise à la réglementation des barreaux du pays. Comme ça, même les non-avocats, les gens qui n'ont pas la même formation, n'ont pas les mêmes obligations envers le barreau, seront assujettis à la juridiction du barreau. Comme ça, on va assurer que les intérêts des clients, par exemple, soient protégés comme il faut. Moi, j'ai l'espoir que ce n'est pas uniquement les avocats qui comprennent l'importance du code de déontologie, puis l'importance d'éviter des conflits d'intérêts, de travailler dans les intérêts des clients. Et même un investisseur qui n'est même pas partenaire comme un comptable pourrait être, comme un autre professionnel pourrait être à l'avenir, va comprendre que si on met à côté ce qui est essentiel à la relation avocat-client, le business va faire faillite très vite. L'exemple qui vient à l'esprit tout le temps, j'ai assisté déjà à l'Assemblée annuelle des actionnaires d'Air Canada. Pour une compagnie aérienne, c'est la sécurité qui est l'équivalent de toutes ses obligations professionnelles d'un avocat. J'ai jamais entendu un actionnaire poser la question pourquoi on n'a pas coupé les dépenses d'entretien des avions pour produire des dividendes plus intéressants. Ils savent que si on coupe dans la sécurité, l'entreprise fera faillite très vite. Même chose, je pense, pour ceux qui vont investir dans les qualités d'avocats, mais qui ne sont pas eux-mêmes avocats. Je sais que mes 20 minutes passent vite, alors je vais sauter, je parle de ce qui est multidisciplinaire. J'aimerais commenter 2 secondes sur la formation juridique. Premièrement, on a entendu des gens comme Marc-André, lorsqu'on a fait une consultation, des gens qui embauchent des avocats. Et on a entendu des clients, je reviens à cette recherche quand je parlais au début, la recherche auprès des attentes des clients. Il n'y a pas question de nuire à la qualité de la formation des juristes au Canada. Actuellement, les universités font un job exceptionnel, en moyenne, c'est ça qu'on avait entendu, on a fait ça d'ailleurs chez vous, à Toronto, je me souviens, il y a quelques mois maintenant. En général, la formation offerte par les facultés de droit au pays est d'une qualité plus qu'acceptable. Les clients veulent l'assurance que les avocats soient formés comme il faut, qu'ils offrent des services de qualité. Cependant, ça prend également aujourd'hui d'autres connaissances. Elles ne sont pas des connaissances habituelles sur le curriculum des facultés de droit à travers le pays. Et j'insiste pour dire, on ne devrait pas demander aux professeurs assis ici en avant, de jour au lendemain, ou même au fond, toi aussi. Une ancienne camarade de classe derrière, on ne devrait pas les obliger de laisser tomber leur passion pour le droit civil, pour le droit pénal international, pour l'accès à la justice, pour dire, demain, vous allez enseigner des cours de project management plus. On devrait trouver les gens qui sont passionnés par le project management et l'offrir dans la faculté, comme un autre cours, comme une autre option pour les gens qui iront dans cette direction. On a dans un de nos rapports, je vais envoyer d'ailleurs par la suite à Bruce, une série de compétences comme ça, qu'on trouve pour être utile, pour être offert par les facultés de droit, pour se distinguer dans le marché. On sait aujourd'hui que déjà les facultés offrent d'autres programmes, chacun offre ses propres programmes, chacun a ses propres forces. Si on peut faire, par exemple, le droit de l'énergie, on s'en va à Calgary, ici c'est le droit social, par exemple, l'UQAM est bien reconnu dans le domaine. Si on veut faire quelque chose de médecine, par exemple, on ira à Dalhousie. À l'avenir, on aura peut-être des programmes axés sur d'autres compétences qui ne sont pas strictement juridiques,
qui fera une différence dans le marché pour les universités. On cherche également à offrir la formation à travers la carrière de l'avocat. Et là, je pense, je vais vous raconter une histoire de plus chez Air Canada avant de céder la parole à Marc-André. Mais c'est la formation de nos pilotes qui, je pense, pourrait agir comme exemple pour les juristes. Aujourd'hui, les pilotes sont responsables pour 100, 200, 300 personnes à 30 000 pieds dans l'atmosphère. Nos dossiers là, ont rarement des conséquences, les erreurs de nos dossiers n'auront jamais les mêmes conséquences qu'une erreur d'une pilote à 30 000 pieds. Nos pilotes suivent une formation académique. Ensuite, une formation probablement par une compagnie aérienne fictive ou les Forces armées canadiennes, par exemple. Mais avant d'arriver comme pilote chez Air Canada, il faut passer à travers des tests, un peu comme on fait ici, des bacs, des diplômes ailleurs, avant d'entrer dans une faculté de droit. Mais ensuite, on va leur dire, vous allez passer des heures dans un simulateur, avec quelqu'un qui regarde chaque geste que vous posez, va commenter chacun de vos erreurs. Et lorsqu'il y a une erreur, vous allez pratiquer à nouveau, sans que vous mettez en péril aucun avion, aucune personne, vous n'êtes pas en terre. Et ce n'est pas suffisant de faire ça une fois dans la vie, comme on fait nous qui passent le ballon une fois dans la vie. Ils vont revenir faire le même exercice chaque année. Ça fait partie des obligations professionnelles des pilotes. Et chaque année, il y a quelqu'un assis en arrière du pilote qui va commenter encore ses erreurs. Pour être certain que lorsqu'il y a un réacteur qui ne fonctionne pas, lorsqu'il y a un problème avec les ailes, lorsqu'il y a une tempête de neige à Toronto, parce qu'on sait tous que les tempêtes de neige à Toronto sont plus faibles que le pilote serait en mesure de vous rendre à votre destination de façon sécuritaire. Imagine 2 secondes comme avocat qui embauche maintenant d'autres avocats. Moi, je fais appel dans un bureau, je n'arrive jamais chez McCarthy, mais j'appelle pour dire j'ai un dossier de litige. Je commence à parler avec l'avocat de litige, je dis ça fait 2 ans depuis que j'ai eu le procès. Comme client, est-ce que j'ai confiance que l'avocat sait quoi faire? C'est pas objecté depuis 2 ans. Bon, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose qu'on fait avec les pilotes, et d'ailleurs, les chirurgiens font la même chose, et plein d'autres professionnels font la même chose. Peut-être qu'on pourrait même offrir ça comme une opportunité de branding pour les entreprises, une assurance de qualité pour les responsables de qualité. Si on faisait une formation pratique qui était beaucoup plus complète de ce qu'on en fait présent. Alors, avec ça, je pense, mes 20 minutes sont terminées, ou peut-être même plus. Ça, c'était l'exercice WestJet ou pas l'exercice Air Canada. Je vais laisser ma place à Marc-André. Il me fait plaisir de répondre aux questions par la suite. Merci. Pendant qu'on fait la transition, je veux juste dire à quel point je suis heureux de me retrouver ici. Merci à Hugo et à l'ensemble du camp pour l'invitation. Je suis privilégié de me retrouver et d'avoir une discussion avec Fred Eden. Le rapport, je veux vous dire, le rapport qui est le rapport du barreau canadien, je l'avais lu quand ils l'ont sorti la première fois, parce que j'avais collaboré à certaines des discussions qui ont eu cours à travers le pays, mais je l'ai lu ce matin à bord d'Air Canada, quand j'habite Toronto maintenant, parce que j'occupe la fonction de chef de direction de McCarthy, je suis déménagé à Toronto. Parce que la raison pour laquelle je suis déménagé à Toronto, c'est que chez McCarthy Tétro, je connaissais très bien le Québec. J'avais été le leader du Québec pour McCarthy pendant 6 ans. Et quand ils m'ont nommé, j'étais la première personne à être choisie qui ne venait pas de Toronto. Et je me disais, si je veux avoir être certain que je réussisse, il faut que je m'assure que Toronto est un marché que je ne connaissais pas. Et ni l'ouest, ni Calgary, ni Vancouver. Alors je me suis dit, il faut que je m'en aille un petit peu plus vers l'ouest du pays pour m'immerser dans ce... Et c'est une expérience fantastique que c'était de connaître l'autre culture dans notre pays et pour ma famille et pour moi, c'est une expérience, elle n'est pas terminée. Et je suis dans mon 2e mandat, j'ai fait un premier mandat de 4 ans, j'ai été renouvelé il y a 1 an. Et je suis à la fin du 2e mandat, puis notre contrat de société est tel que on ne peut pas demander de 3e mandat. Alors, et
et je peux vous dire que ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, le travail qui a été fait par le Barreau canadien, c'est le meilleur résumé, le meilleur sommaire de la situation de l'industrie des services juridiques que j'ai lu au monde. Et c'est ma vie, mon quotidien de lire ces rapports-là. C'est le meilleur tour d'horizon de tout ce que j'ai lu, de ce qui s'écrit dans les universités américaines, de ce que les Anglais écrivent, parce qu'ils sont les bureaux anglais sont très, très avant-gardistes. Ce sont probablement ceux qui sont parmi les leaders au monde au niveau de l'innovation. Et mis à part le bureau canadien, un des bureaux canadiens, mais parce qu'ils ont, pour toutes sortes de raisons, à Londres, c'est que la différence entre Londres et les États-Unis, le marché américain est tellement gros, c'est 50% de l'industrie des services juridiques au monde est aux États-Unis. Alors quand il y a, à chaque dollar qui se dépense dans le monde en services juridiques, il y a 50 sous aux États-Unis. Et alors les Anglais, eux, pour se développer et croître et continuer de croître, n'ont pas eu le choix que de se retourner vers déployer un réseau global, etc., beaucoup plus rapidement que la plupart des bureaux américains, parce que les bureaux américains avaient une demande intérieure suffisante. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas idée à quel niveau, avec quelle rapidité ça change dans l'industrie des services juridiques. Je disais ça à Hugo, on était allé prendre un sandwich rapidement. Avant, j'ai dit, Hugo, ma discussion avec les clients change de 6 mois en 6 mois, de 4 mois en 4 mois, en termes de ce qui préoccupe les clients. Et vous savez, là, je veux vous dire, quand vous êtes ici, vous êtes professeur ou vous êtes étudiant en service sciences juridiques, ce que je veux, il y en a qui vous disent, moi, ça ne m'intéresse pas en tout de pratiquer dans un bureau comme le bureau de Marc-André, de McCarthy Tétrault ou un de nos compétiteurs, où je ne veux même pas pratiquer, je veux m'en aller dans un organisme à but non lucratif, où je veux m'en aller dans une institution gouvernementale, où je veux m'en aller en pratique privée, seul, dans un bureau que je partirai. Tout ce qu'on dit aujourd'hui s'applique à tous vous autres. Ça s'applique à nous tous. Et vous le prenez comme vous le voulez, mais c'est véritablement parce que l'environnement dans lequel vous vivez, que vous soyez un organisme sans but lucratif ou que vous soyez avocat chez Air Canada ou avocat chez McCarthy Tétrault, on vit tous dans le même environnement. Un environnement qui est beaucoup plus complexe qu'il ne l'a jamais été, qui est beaucoup plus ambigu qu'il ne l'a jamais été, qui est beaucoup plus rapide. Ce qui a tout changé la game, c'est les technologies, la rapidité avec laquelle on doit réagir, la rapidité avec laquelle ça change. Ça a l'air. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, des fois j'ai des excès de langage, alors excluez-les de vos rapports. Mais ça a l'air un peu, puis je suis dans une institution universitaire, je vais soigner mon langage, mais ça a l'air un peu, je vais vous dire, cucu de dire ça, parce que vous entendez ça, c'est cliché de le dire. Mais c'est tellement vrai. Et j'étais à un lunch hier avec une cliente, qui était une de nos avocate dans une des institutions financières, qui était un de nos principaux clients. Et je lui demandais quelle était sa préoccupation. C'est une ancienne de chez nous, qui est maintenant à l'interne, chez un client, une banque. Et je lui disais, quel est l'enjeu numéro 1 que tu as avec tes fournisseurs externes comme les bureaux? Et elle disait, la rapidité. Les bureaux, les fournisseurs de services juridiques doivent comprendre à quel point il faut que nous, dans les entreprises ou les institutions avec lesquelles ton temps de réaction par rapport à ton président, Fred, à quel point c'est rapide et ça se passe rapidement. Et la plus grosse révolution qu'on a connue dans les 10 dernières années, à la fin de la grande récession de 2007-2008, qu'est-ce qui a changé? C'est que pour la première fois dans l'industrie des services juridiques, on est traités comme les autres fournisseurs de services. Les services juridiques avaient toujours été un petit astérix dans le budget des entreprises. Les chefs de services juridiques comme Fred avait pu dire à Karen, non,
Non, moi, je ne veux pas de budget cette année. Écoute, combien d'acquisitions vas-tu faire? Combien de litiges dans lesquels on va être impliqué? Combien de conventions collectives? Je ne peux rien prévoir. Puis mon budget va fluctuer de 10 à 20 à 30 par année. Maintenant, ce que les chefs d'entreprise disent au service juridique, vous êtes comme tout le monde. Et vous êtes comme les services de technologie, vous êtes comme les services des ressources humaines, vous êtes comme ça. Et vous devez réduire votre budget année après année de 10 %. Là, c'est la réalité. Et vous réduisez votre budget de 10 %, mais vous produisez plus que vous ne l'avez jamais fait, année après année. Ça, c'est le contexte dans lequel nos clients vivent. Et ça, devinez quoi? Ils nous renvoient la balle à nous, les gens, les fournisseurs de services juridiques, et puis ils nous disent, il faut que vous nous aidiez. Et là pour nous, et ce qui a changé, la chose la plus, et Fred y a touché, c'est que pour la première fois, puis c'était ce que mon collègue Matthew Peters a dit à l'écran, c'est que dans le fond, nous, on n'avait jamais eu à démontrer que nous étions efficaces dans la livraison de nos services. À la seule condition qu'il y avait, c'est que c'était la qualité. Et il n'y a jamais personne qui nous a posé de questions sur l'efficacité de la livraison de nos services. Et c'est ça que la récession, les suites de la récession ont complètement changé, bouleversé dans notre. Et là, c'est ce que Fred dit quand il parle de la prévisibilité, c'est que maintenant, moi je me souviens quand j'ai été nommé CEO de mon cabinet, il y a 5 ans, c'est pas si longtemps, il y a 5 ans, j'arrive à Toronto, il y a une banque qui appelle, puis c'est une institution canadienne qui est bien connue ici au Québec, qui nous fait demande un appel d'offres pour une fusion et acquisition. Il voulait acquérir une autre une compagnie affiliée, une autre institution. Alors, on fait une offre de service, et je me souviens, on avait dit aux clients, on va vous faire ça pour X, et on va à plus ou moins 50% près. Et vous savez quoi? On a gagné l'offre de service. On était les meilleurs de l'industrie. On était ceux qui offrions, j'imagine, on a une expertise dans le service financier qui est importante. Alors on offrait les services. Mais le client, mais ça c'est fini. Et puis c'est la dette, on ne peut plus faire ça. Les clients nous disent non. Il n'y a plus de 50% ou 100% de marge d'erreur dans ton budget. Là. Tu nous donnes une prévisibilité, nous on veut savoir combien ça va nous coûter, quels sont les services que... Et la gestion de projet, n'ayez pas peur, ou les gens de la faculté, du département, je veux vous rassurer. Nous, on a fait la mise en œuvre de ça. C'est pas, moi je ne crois pas de faire le Six Sigma demain matin dans les bureaux d'avocats, etc. On est beaucoup plus simple et beaucoup plus à la base que ça. Apprenons à parler à nos clients de quelle est l'étendue quel est le projet, quelle est l'étendue des services qu'ils souhaitent, quelle est l'équipe que nous allons donner, puis découpons le projet en pièces, puis faisons des budgets. Et puis, en fait, c'est un outil de communication. Et assurons-nous de parler aux clients à chaque étape. Puis quand on déraille du budget, pourquoi on déraille? C'est simple, mais croyez-le ou non, c'est une révolution dans beaucoup de bureaux d'avocats. Et alors, c'était un aparté, puis c'était un peu une entrée en la matière. Ce que je veux partager avec vous, c'est certains des extraits d'une présentation que je viens de faire à tous les avocats de notre cabinet. On vient de sortir d'une retraite. Et de 2 jours à Chicago, où on a parlé de l'avenir de notre bureau, puis quelles étaient nos aspirations, et là où on voulait aller. Et je vais vous amener rapidement. Et maintenant, dites-moi, faites-moi le signe quand je suis à 3 minutes de la fin, s'il vous plaît, pour me... Le signe de 10. Là, vous faites le signe de 10, parfait. On va aller rapidement. Après ça, on va revenir dans les questions. Mais je voulais que vous ayez tous une vue sur comment moi, comme je suis le chef de la direction de mon cabinet, comment je suis responsable de la stratégie de McCarthy Tétrault, comment je traduis les circonstances qui sont identifiées dans le rapport du barreau canadien
parce que je suis tout à fait d'accord, j'ai pas un iota de différence avec les constats du barreau canadien. La seule chose, c'est la citation de mon ami Dominique Jacques, qui travaille chez KPMG, puis qui dit que l'innovation ne viendra pas des bureaux d'avocats, mais va venir des gens autour. Je ne suis pas d'accord, elle va venir des bureaux d'avocats. Le mien innove à tous les jours. Mais à peu de choses près, je suis tout à fait d'accord avec le constat. C'est le constat avec lequel on fait face, c'est le constat dans lequel vous évoluez et qu'on évolue tous. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est en pratique, là, comme dirait l'autre, dans mon prof de secondaire 4, dans la vraie vie du bon Dieu, là, comment ça se vit ça, puis comment on l'articule, nous. Puis, c'est un commentaire que Fred a fait au début. Les avocats l'ont toujours pris. On est une profession, on est une business, une industrie, etc. Là, il y a une chose qui est claire. Nous sommes les deux. Nous sommes une profession et nous sommes une industrie. Et il faut vivre avec, ça fait partie du monde ambigu dans lequel on vit. J'ai des associés qui, au début, quand ils m'entendaient parler de l'industrie des services juridiques, ils étaient insultés. Mais vous savez quoi? Quand je discute avec les clients comme Air Canada ou autres, ben, on fait affaire avec le département des approvisionnements. Okay? Pour le prix de nos services, pour comment ils vont acheter nos services. Ils nous traitent exactement de la même façon qu'ils traitent les gens qui leur fournissent des trombones ou des fauteuils dans leurs avions ou quoi que ce soit. Et ça, c'est malheureux. Certains peuvent dire que c'est malheureux. Nous, on y voit une opportunité. On y voit une opportunité de faire les choses différemment. Puis il faut, j'ai dit à mes associés et je dis à nos avocats, il faut s'assurer, en fait, là, en anglais, on dit « embrace the change », là, il faut vraiment partir puis dire comment on innove puis où on voit les opportunités dans ce travail-là, parce qu'il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités pour vous, il y a plein d'opportunités pour nous. Et c'est parce que dans un monde qui est à autant de changements, il y a vraiment des opportunités. Puis ceux qui refusent le changement, quant à moi, ou de s'adapter, vont devenir beaucoup moins pertinents. Alors, voici ce que j'ai dit dans notre mission chez McCarthy Tétrault. C'est parce que vous allez voir, il y a des choses qui ont l'air des affaires. Il y a quelqu'un qui est venu à notre retraite, un client qui a dit c'est incroyable parce que c'est exactement comme vous parlez de stratégie comme nous on en parle chez nous. Et pour moi, c'était extrêmement un grand compliment. Parce que c'est comme ça qu'il faut se voir. Il faut se voir comme étant, on est un employeur important au Canada, on est une institution importante au Canada, McCarthy Tétrault, on a 1500 employés d'un océan à l'autre dans 4 grandes villes. Et on est un joueur économique important, mais il faut pas, on peut plus se gouverner ou se diriger comme quand on était 5, 6, 10, 15 dans notre cabinet. Et nos clients viennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est capable de leur livrer le cabinet à Montréal, Vancouver, Toronto, Calgary et Québec. Et ils viennent chez nous parce qu'ils ont des problèmes complexes. Vous allez voir, la stratégie de mon cabinet, elle est là devant vous. Et je veux la partager avec vous parce que je veux que ça va susciter des commentaires puis des réactions chez vous. Il y a des choses qui vont vous surprendre, d'autres qui ne vous surprendront pas, mais parlons-en. Alors, en tant que conseiller de confiance, nous aidons nos clients à atteindre le succès. Je m'excuse, c'est une traduction puis je la trouve pas suffisamment forte. Il faut travailler dessus. Si vous avez une suggestion à faire, je suis bien ouvert. En anglais, on dit ce à quoi pourquoi on se lève, why are we getting up in the morning at McCarthy Tétrault? It's because we want to be the trusted advisors to our clients, and we are the trusted advisor to our clients because we make things happen. Alors, OK? Et nous aidons nos clients à atteindre le succès, c'est une façon, la traduction de We Make Things Happen est difficile à faire. Si vous l'avez, dites-moi-le, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Mais, on dit qu'on va se distinguer dans le marché de cette façon-là. Mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire justement qu'on n'est plus juste des fournisseurs de services juridiques bien étroits. Nos clients ne viennent plus nous voir juste pour dire quel est le droit là-dessus. On est là pour s'assurer qu'on obtienne des résultats pour nos clients. Nos clients ne viennent plus nous voir pour une opinion légale, 95% du temps.
c'est pas ça leur focus. Ils viennent nous voir, puis c'est là où il faut, puis les Dominique Jarre, des bureaux de comptables de KPMG, c'est là qu'eux autres, ils voient les bureaux d'avocats, puis ils se voient avec un rôle très, très, très restreint. Si on est dans ce cadre-là très, très, très restreint, nous allons perdre de notre pertinence. Et il faut à ce moment-là que c'est comme nous soyons le conseiller de confiance de nos clients. Comment on accomplit notre mission et enregistrons une croissance durable grave? Alors, les mots sont bien importants dans cette affaire-là. On est un bureau d'avocats, là, vous pouvez imaginer qu'on a eu des débats assez incroyables. La croissance, pour moi, c'est fondamental. Quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes dans une organisation sans but lucratif, quand vous êtes dans une institution, il faut croire. Pourquoi? C'est le président de State Farm qui, au congrès de Desjardins l'an passé, m'a le plus inspiré à Québec en mars dernier. C'est fantastique, ça avait une chance d'aller à l'Assemblée annuelle de Desjardins. C'est un événement à ne pas manquer en termes de... C'est franchement incroyable. Et il me dit, il dit devant les 2500 personnes qui sont là, il faut croire comme entreprise parce que si on ne croit pas, c'est qu'il y a une question de pertinence pour nos clients et ce n'est que par la croissance qu'on va avoir une culture d'innovation puis qu'on va développer des services et des produits qui sont opportuns pour nos clients, dont nos clients ont besoin, mais aussi auxquels nos clients n'auront pas pensé. Et puis, c'est dans ce sens-là qu'il faut avoir la croissance. L'environnement dynamique et mobilisateur pour tous les membres du cabinet. Si vos gens ne sont pas engagés dans un cabinet d'avocats, vous ne réussirez pas à faire le changement puis vivre dans l'environnement ambigu et complexe dans lequel on vit et qui demande une rapidité d'action. L'excellence, ça, c'est... Écoutez, vous êtes dans une institution qui est de haut savoir. Votre première tâche, c'est d'exceller dans l'étude dans le droit. C'est simple que ça, je cherchais des mots plus compliqués, mais c'est ça. Et la première tâche, parce que c'est la... Il n'y a plus de place pour des gens qui sont des avocats qui ne connaissent pas ce dont ils parlent, qui sont pas... Les gens disent parler de la spécialisation, etc. C'est un autre débat. Mais il faut exceller dans ce qu'on fait. La connaissance des industries, nous, c'est comme ça qu'on veut se différencier. Nous, on veut que chez les gens, on dise, on va chez McCarthy Group parce que ce sont les gens qui connaissent le mieux notre industrie. Mieux que les bureaux de comptables, mieux que les autres bureaux d'avocats. Et mieux que les McKinsey de ce monde, les BCG de ce monde, mieux que les SECAR, que le KPMG de ce monde, etc. Le travail d'équipe, c'est fondamental. Puis ça, je sais que vous faites des efforts dans les institutions comme l'UQAM là-dessus, mais il faut pousser ça. Moi, quand j'étudiais en droit, là, on n'avait pas de travaux d'équipe. Puis les avocats, là, imaginez, pour livrer ce que Fred nous demande de livrer, il faut travailler en équipe. Pour travailler avec d'autres gens qui viennent, comme les Legal Products Outsourcers, les autres, il faut être capable de travailler en équipe. Nos clients, la Banque royale du Canada, au Canada, a comme 200-250 avocats à l'interne. Quand ils viennent nous voir chez nous, c'est parce qu'il faut les intégrer dans notre équipe, puis il faut leur apporter une connaissance de l'industrie qui est très grande. Il faut être meilleur que ceux qui sont à l'interne, qui font ça au jour le jour. Alors la barre est très, très, très haute. Et l'innovation, j'en ai parlé tantôt, et pour nous, c'est l'expérience client inégalée. Alors, ça, c'est la banque TD, par exemple, c'est distingué dans les services bancaires. Vous pouvez penser que tous les services bancaires sont les mêmes. Vous avez surtout, à travers le Canada, le succès de la banque TD des 10 dernières années, ils se sont distingués par le service à la clientèle dans les succursales. Et nous, on dit, puis il y a d'autres institutions, Desjardins ont fait pareil à certains égards, la Banque nationale aussi et d'autres. Et là, pour nous, c'est bien important, c'est une façon de distinguer. Alors, rapidement, j'ai 2 minutes.
On veut que 90% de nos clients répondent que c'est nous les meilleurs aviseurs de confiance dans 4 ans. On veut que, donc, pour nous, c'est important qu'on ait une croissance soutenue des revenus. J'ai parlé de la croissance. Le bénéfice net, c'est la même chose. Parce que il faut garder les meilleurs, il faut attirer les meilleurs, puis la compétition est féroce. Le ratio des professionnels. Au Canada, nous sommes en moyenne, ça c'est une affaire de jargon de l'industrie, mais c'est ce qu'on appelle le levier. Dans les bureaux, il y a un associé pour un sociétaire. En ce moment, c'est ça à peu près dans la moyenne. Mais c'est un contexte économique, c'est une structure économique qui va avoir plein de défis pour les prochaines années. Parce que nos nouveaux compétiteurs, les bureaux de comptables, c'est 14 sociétaires pour un associé. Les bureaux américains, c'est entre 3 et 5 sociétaires par associé. Les bureaux anglais, c'est autour de 8 pour 1. Mais ça fait une structure économique qui est complètement différente. Et ce qu'il fait, c'est qu'à certains égards, ils peuvent produire des choses à des coûts moindres que ce que l'industrie des services au Canada peut. J'ai parlé de l'engagement de nos gens. Le premier choix des candidats d'acceptation des offres des diplômés en droit, on s'est fixé des objectifs très clairs à cet égard-là. On s'est dit, on va être le chef de service en matière de diversité. Pour nous, c'est une valeur fondamentale, la diversité. Et que ce soit homme, femme, style de vie, race, langue, etc. Et pour nous, on veut être les chefs de file au Canada, en Amérique du Nord, sur cette question-là. On veut que nos gens soient impliqués dans un organisme communautaire, dans un poste de leadership dans leur milieu, parce que c'est fondamental pour nous, pour être pertinent pour nos clients. Il faut avoir des racines profondes dans les milieux dans lesquels on est. Pour nous, là, on est à l'ère des iPhones, des iPads, et à l'ère ce ne sont que les meilleurs services et les meilleurs produits qui gagnent. Tu ne peux plus être juste un des meilleurs, il faut que tu sois le meilleur, la coche au-dessus. Et tout ce qu'on a fait récemment, nous, chez McCarthy, c'est pour s'assurer que nous soyons le meilleur, qu'on se détache de la compétition au Canada, de nos compétiteurs, un niveau. Je peux vous donner un exemple. Il faut que maintenant, nos services sont comparés, nos clients achètent de plus en plus de services à l'étranger parce que les Canadiens font de plus en plus d'investissements à l'étranger, où on a de plus en plus de gens qui viennent investir au Canada. C'est ça l'effet de la globalisation. On a 25% plus cette année de dossiers qui nous proviennent des États-Unis que dans la même date l'an passé. Mais ces clients-là sont des Américains, viennent au Canada et la croissance américaine nous aide, font en bénéficier les Canadiens. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour notre croissance, mais il faut être capable eux sont habitués de se faire servir avec des standards internationaux. Il faut avoir les mêmes standards. Et on a dit, pour nous, c'est un objectif d'augmenter de 25% le travail qu'on effectue pour les multinationales. On veut qu'il y ait 2 fois plus d'un client qui utilise plusieurs de nos bureaux et groupes de pratique. Alors, c'est de s'assurer que les clients, que ce soit la Banque nationale ou des jardins qu'on sert ici, nous utilisent à travers le Canada comme étant leur principal fournisseur. Parce que pour nous, c'est notre modèle d'affaires. Il fonctionne comme ça. On est le bureau le plus intégré au Canada. Mais pour ça, il faut que nos clients se comportent de cette façon. Et je finis. C'est qu'on veut, ça c'est un gros changement. Alors, on veut être un chef de file dans notre secteur pour l'efficacité de la prestation des services. C'est pour ça qu'on est le premier, qu'on est un leader en Amérique du Nord en gestion de projet. On dit qu'on veut 50%. En 2018, on s'est dit on veut 50%, la moitié de nos mandats d'envergure qui font l'objet d'une méthode alternative de calcul des honoraires. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les arrangements à prix fixe, par exemple. Et on dit que pour 100% du travail qu'on va faire, on va avoir appliqué la gestion de projet. Ça, là, il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Les gens auraient pensé que j'aurais été un martien aujourd'hui de vous parler de ça. Ça ne se parlait pas. Les gens ne pensaient pas comme ça. Et alors là, parce que encore aujourd'hui, je vous dirais que la très, très grande majorité de notre travail, à peu près 40-80%, est encore à taux horaire. Je vous dirais que peut-être
on arrive de plus en plus vers 30% à avoir des budgets puis des prix fixes plus. Mais on n'est pas à 50%. Mais ça, à 50%, il faut tout changer la façon dont on fait notre ingénierie à l'interne. Et je finis en disant qu'on veut 90% de nos clients qui disent qu'on est qui nous disent qu'ils ont une expérience inégalée chez nous, qu'aucun de nos compétiteurs ne leur donne le même niveau d'expérience. C'est extraordinairement exigeant. Imaginez le taux de rapidité à laquelle il va falloir agir pour arriver là. Et nos règles d'engagement, je les ai mises parce que, je vous promets, c'est la dernière diapo, la première règle, c'est nos clients. Pour nous, on doit avoir nos clients en tête dans tout ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est la qualité, l'expertise. Il n'y a aucun compromis là-dessus. Comme ils disent en anglais, c'est table stakes. La troisième, c'est la clé de notre succès repose sur la qualité de nos relations. Vous êtes ici, les étudiants. Combien d'étudiants dans la salle? Est-ce qu'il y a des étudiants? Okay. Il y en a quelqu'un qui m'avait beaucoup surpris. Il avait dit, où que vous soyez, moi je vous le dis, là, dans le sens de mon expérience à moi, personnelle, puis vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais oui, on est dans l'industrie des services juridiques. L'excellence de notre capacité intellectuelle au point de vue du droit doit être la plus élevée possible. Mais une chose qui est tout aussi fondamentale, c'est il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, puis au début j'étais un peu surpris, il avait dit, il m'avait demandé à quel genre de business nous étions, c'était un anglophone. Il avait dit, what kind of business are you in? Well, the legal business. He said, no, you're in the relationship business. Et c'est très vrai. Et puis, il n'y a rien de ce qui arrive en ce moment qui va changer ça. Il y a des courants qui disent que les relations sont moins importantes parce qu'on doit produire, puis il y a une commoditisation, etc. Mais à la base de tout en droit, que vous soyez dans un OSBL ou chez McCarthy ou Air Canada, le lien de confiance que vous développez avec les gens avec lesquels vous travaillez est une des choses clés. Quatrième, pour nous, c'est le travail d'équipe. Cinquième, c'est la confiance, l'imputabilité. C'est dans le fond, c'est d'être imputable. Ça, dans un bureau d'avocat, c'était pas disons que c'était un défi. La diversité et le just do it pour nous, c'est à cause de la rapidité, de la célérité avec laquelle les choses se passent, il faut agir. Alors, c'est ça. Merci, excusez-moi, j'ai dépassé mon temps.